Ouais, les idées reçues sur les appels d'offres, elles ont la peau dure. La plupart du temps, les idées reçues, elles viennent de gens qui ne font pas d'appels d'offres. En général, c'est des gens qui se tiennent à la porte de ça, qui vont répandre des idées là-dessus, qui sont pour la plupart vraiment complètement infondées. Je dirais pas qu'il y a aucun appel d'offres pipé, ça existe, mais pour moi, c'est quelque chose qui est à la marge. Donc évidemment, on n'a pas de statistiques là-dessus. Moi, Oui, je peux en parler, c'est ouais, sûr. c'est sûr. Moi, je peux en parler de par mon vécu. Aujourd'hui, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on répond à des appels d'offres où on connaît personne, ni dev, ni data, et qu'on remporte. Ça, c'est vraiment un sujet. Bienvenue dans le podcast En Business Soyons Cash, qui a pour vocation de traiter avec franchise et authenticité les questions encore trop tabous liées à la gestion d'entreprise. Je suis Pauline Thibault, anciennement huissier de justice. Ça fait 12 ans que je baigne dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Et je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés aux impayés qui sont perdus. Ils ne savent pas comment faire ni comment réagir. Malheureusement, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Ces erreurs les mènent parfois jusqu'à la faillite. En France, 60 000 entreprises font faillite chaque année. 90% de ces entreprises sont des TPE, PME. Ce podcast vise à éveiller les consciences autour de la relation client, du juridique, du leadership et du cash dans le business. Avec mes invités, je vais vous partager toutes les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser votre risque client, éviter les impayés et développer sereinement votre entreprise. Hello Amaury. Salut Pauline. Je suis trop contente de t'accueillir ce matin, Amaury, dans le cadre de ce podcast En Business Soyons Cash. C'est le premier épisode et je suis vraiment ravie de le faire avec toi. L'idée de ce podcast, c'est de venir sensibiliser les chefs d'entreprise sur le risque client, puisque ma mission, c'est de leur éviter 100% d'impayés, de leur éviter les litiges clients, en venant prévenir le risque client. Sauf que le risque client, c'est pas que de la relance de facture. Ça se joue beaucoup en amont par de la prévention. Et donc, dans ce cadre-là, je suis amenée à rencontrer énormément de personnes, de balayer beaucoup de sujets, et notamment le sujet qui va nous intéresser ce matin, qui est le sujet des appels d'offres. En gros, pour faire simple, les appels d'offres, on le voit, c'est vraiment un moyen de développer des entreprises, d'assurer leur pérennité parce que, ben, ça fait du chiffre Récurrent. garanti récurrent, voilà. Ça améliore la notoriété aussi, la crédibilité aussi d'une entreprise. Bref, il y a beaucoup d'entreprises qui voudraient, se lancer, qui n'osent peut-être pas, on va le voir tout à l'heure. Il y a un revers à la médaille, clairement, il faut le dire, et c'est peut-être aussi ça qui freine pas mal d'entreprises. Il faut être structuré. Il y a de la lourdeur administrative, il y a des process. Heu, donc c'est quand même pas mal de choses, qui peuvent freiner. Il y a aussi le fait qu'on peut passer beaucoup de temps à répondre à des appels d'offres et qu'on ne les remporte pas. C'est le risque. Et il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on peut avoir un appel d'offres, par exemple, sur 5 ans et il est remis en cause. Et Au bout donc de 5 ans, forcément, il est remis en concurrence, ouais. voilà, il est remis en concurrence et le chiffre qui était garanti jusque-là ne l'est peut-être plus. Donc ça peut faire quelques petites sueurs froides. J'ai 2-3 exemples de clients en tête. Ils n'ont pas beaucoup dormi, les quelques jours avant de repasser l'appel. Bref, du coup, aujourd'hui, Amaury, ce que j'aimerais pouvoir faire avec toi, c'est vraiment de venir, ben, nous expliquer comment ça fonctionne les appels d'offres. Peut-être, nous défoncer un petit peu 2-3, voire un peu 2-3 idées plus, reçues. voilà, idées reçues, et nous expliquer aussi comment tu as pu accompagner une entreprise et pour qui ça a été totalement, game changer dans le sens où le destin de cette entreprise a totalement changé et le destin de ses fondateurs forcément aussi, grâce notamment à la rencontre avec toi Ouais, et bah, tout ce que tu as pu faire avec eux, et sur puis le travail qu'ils l'accompagnement. ont réalisé, Exactement. évidemment. Donc pourquoi je t'ai invité Amaury? On va quand même te présenter, enfin tu vas te présenter, mais avant ça, pourquoi j'ai pensé à toi? Tout simplement, c'est une rencontre. C'est mon associée qui t'a rencontré la première fois. Elle m'a dit: «Pauline, faut trop que tu rencontres Amaury». OK, allons voir Amaury, et effectivement, on a matché, assez Immédiatement, rapidement. ouais. Voilà. On est de la même année, même génération, on a un parcours hyper similaire, on a fait des études assez longues. On était en place, là où on voulait être, et en fait non, ça Et nous on a allait pas. changé, Ça nous du allait jour pas au et on s'est dit: lendemain. «En fait, on va changer, on va pas faire ça parce que ça nous correspond pas». Donc toi comme moi, on a pris le pas de dire: «Bah, on repart à zéro et on recommence», pour être en fait, sur des activités hyper alignées avec nous-mêmes. Ouais, et puis pour aller, Voilà, s'intéresser aux petites entreprises et à exactement. comment les aider, ouais. Bah, des entreprises qui au final nous ressemblent aussi. Du coup, bah, je te laisse nous en dire plus sur ton parcours. OK, et bah, déjà merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là. Donc Amaury Wagner, j'ai 35 ans. Au départ, j'avais une formation dans le bâtiment d'ingénieur en génie civil avec, plutôt comme destin d'aller bosser dans les grands groupes, et à ma sortie d'études, j'ai pris un tout autre chemin d'aller bosser dans une TPE-PME, et quelques mois plus tard de créer ma propre TPE, donc dans le bâtiment en tant que contractant général, une boîte que j'ai gardée pendant 8 ans,
et dans laquelle, bah, je me suis bien éclaté au début. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à ma place, que voilà, mes études, ça m'avait poussé à aller, bah, vers un domaine scientifique, l'ingénierie, sans forcément me poser la question derrière de ce qu'allait être mon quotidien. Et donc, bah, en bâtiment, en pilotage de travaux, donc conduite de travaux, maîtrise d'œuvre, on est beaucoup dans de la gestion de conflits, beaucoup dans des rapports de force et c'était quelque chose, moi, au quotidien qui me pesait et où j'étais pas épanoui, parce que j'avais plus l'impression d'être dans des rapports d'adversité avec, les entreprises que je côtoyais et compagnie, que dans un rapport vraiment, de partenariat. Et donc c'est quelque chose que je recherchais. Et au bout de quelques années, donc moi j'avais déjà été formé aux appels d'offres, j'avais eu des premières expériences. Quand j'ai créé ma boîte, j'avais 25 ans, j'avais pas de réseau. Donc j'ai trouvé du boulot grâce aux appels d'offres, Mmh. puisque bah, c'est un moyen d'accéder à du travail quand on n'a pas de réseau. Et donc finalement, en fait, j'ai des sous-traitants et des gens que je côtoyais sur les chantiers depuis quelques années qui m'ont demandé de leur donner un coup de main sur leurs appels d'offres. J'ai fait un premier dossier où on a eu un super succès avec, on a remporté un chantier à 400 000 euros sur un lot électricité. Avec ça va. Et ouais, ça a été une belle aventure et en fait, je me suis rendu compte que je m'éclatais là-dedans, d'être aux côtés de l'entreprise, d'avoir un succès qui était partagé avec mon client, en fait. Donc bah, ni une ni deux, j'en ai profité. J'ai monté, du coup, la société DocMe, pour, bah, essayer de pérenniser ça et de pouvoir aider et proposer ce service à d'autres entreprises. Ça a assez vite pris. Du coup, je me suis retrouvé dans une période compliquée où j'avais à la fois ma boîte de travaux et à la fois la boîte de conseil. Et donc j'ai dû faire un choix, puisque Ouais. après, bah, l'équilibre, privé, professionnel, avec 2 boîtes, déjà quand on en a une, on voit ce que c'est. Donc j'ai dû faire un choix et au niveau, voilà, de comment je me sentais dans mon travail, des valeurs, le choix, il a été clair pour moi et donc je suis parti sur l'aventure DocMe Bien. et donc là, bah, 4 ans plus tard, aucun regret, quoi. 4 ans. Bah, ça, c'est pareil. 4 ans, c'est pareil. Nous, on est aussi, sur Capricorn sur notre quatrième année, donc il y a vraiment des similitudes, Ouais, hyper intéressantes. Donc là, tu es full time, donc sur DocMe pour c'est aider ça, les entreprises donc à répondre aux appels d'offres. exactement. Et donc, justement, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vois parmi les gens que je côtoie, au quotidien, qui sont chefs d'entreprise, dans des activités diverses, de tailles diverses, mais souvent des petites entreprises. C'est quand même notre cœur, nous, de cibles et de personnes, qu'on voit au quotidien. Énormément d'idées reçues autour des appels d'offres et là, j'aimerais qu'on puisse en aborder 4 si tu veux bien. Avec grand La plaisir. première idée reçue, les appels d'offres, c'est pas fait pour mon entreprise elle est trop petite. Donc, je vais déjà rebondir plus généralement. Ouais, les idées reçues sur les appels d'offres, elles ont la peau dure et moi, je constate dans le quotidien, la plupart du temps, les idées reçues, elles viennent de gens qui ne font pas d'appels d'offres. Donc déjà, c'est un peu mon Des premier préjugés. coup de gueule. C'est vraiment, en général, c'est les gens qui se tiennent à la porte de ça, qui vont répandre des idées là-dessus et qui sont pour la plupart vraiment complètement infondées. Donc, effectivement, c'est pas pour mon entreprise. Les entreprises, donc les TPE-PME, qui sont les entreprises que j'accompagne, elles pensent que les appels d'offres, souvent, c'est pour les grandes entreprises, les groupes, alors que pas du tout. Quand on prend les chiffres de la commande publique, il y a plus de 60 des appels d'offres qui sont remportés par des TPE-PME en nombre d'appels d'offres qui sont passés. Si on parle du chiffre d'affaires généré, c'est 30, un tout petit peu moins, 29,5, du chiffre d'affaires global de la commande publique qui est passé à des TPE-PME. Pour te donner une idée, en 2022, sur le recensement de la commande publique, en France métropolitaine, c'est 160 milliards d'euros d'achats. Donc 30 de ce chiffre qui revient à des TPE-PME. Quand on connaît le chiffre d'affaires moyen d'une TPE-PME, il y a un très, très grand nombre d'entreprises Mmh. TPE-PME en France qui vivent quasi exclusivement du marché public. Donc Ouais. c'est une véritable opportunité et il y a des marchés qui sont adaptés aux TPE-PME. Et au niveau des activités, parce que ça, c'est pareil. Autant c'est pas fait pour moi, je suis trop petit et mon activité permet pas de répondre à des appels d'offres. Alors, c'est pareil, la plupart du temps, quand on pense appel d'offres, que ce soit, le grand public ou les entreprises, on pense travaux, puisque c'est la partie, entre guillemets, «la plus visible» des appels d'offres. Mais les appels d'offres en France, ils sont répartis en 3 catégories d'achats: travaux, services et fournitures. Et en réalité, il y a des appels d'offres pour quasiment toutes les entreprises. Aujourd'hui, vous avez des appels d'offres en nettoyage, en communication, en réalisation de vidéos, pour, donner des cours de sport, mais aussi pour des huissiers, pour des avocats, pour des experts comptables. Ah ouais, c'est vraiment des activités auxquelles on pense pas, en fait, quand on pense appel d'offres, quoi. Pas naturellement, mais en fait, les acheteurs publics, ils ont recours à l'appel d'offres pour pourvoir à leurs besoins. Les acheteurs publics en France, ils sont très nombreux et très divers, hein. On peut citer, les bailleurs sociaux, les communes évidemment, mairies, préfectures, les ministères. Bon, il y en a vraiment énormément. Les établissements publics de coopération culturelle, enfin, c'est très varié la Mmh. typologie des acheteurs et donc ces acteurs-là, ils ont des besoins très variés et finalement, ils vont faire appel à des professionnels pour répondre à l'ensemble des besoins
auxquels ils peuvent pas pourvoir, eux, en interne. OK. Donc il y a vraiment des appels d'offres pour tous les domaines et il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, ne se sont même jamais posé la question: «Est-ce Mmh. qu'il existe des appels d'offres pour moi?» Alors qu'en réalité, il y a des vraies opportunités et on en parlera sur l'entreprise qu'on présentera, Ouais, tout à complètement. l'heure avec Vincent qui va nous rejoindre, Ouais. sur le fait qu'eux ignoraient déjà ça, alors qu'en fait, c'était leur principal vecteur de croissance. Ouais, c'est fou, c'est clair. Ben, on va pas anticiper sur, leur J'anticipe un histoire, peu, on ouais. va y venir après, mais effectivement, il y a énormément de leviers de croissance, en fait, autour de ça. Même des fois totalement insoupçonnés car inconnus. Donc, vraiment, soyez curieux, allez, vous renseigner sur ce qui peut Aller exister comme chercher appel l'info d'offres. et Ouais, surtout carrément, pour les PME, il faut aller travailler avec ses acheteurs locaux. C'est que clairement. finalement, autour de vous, il y a beaucoup d'acheteurs publics que vous n'avez pas forcément identifiés, mais à commencer par la commune dans laquelle votre entreprise est domiciliée. Ouais, Il y a clairement. sûrement des appels d'offres de votre commune et les acheteurs publics sont assez friands en fait d'aller travailler avec des TPE-PME OK. qui vont offrir l'agilité qu'ils recherchent en fait. Ça va m'amener sur, une deuxième croyance, autour de ça parce que tu me dis: «Allez, v rencontrer les acheteurs publics, allez essayer de vous renseigner». Mais du coup, est-ce qu'on tomberait pas, du coup, sur une autre vraie grosse croyance? Les appels d'offres sont pipés. Alors ça aussi, c'est une croyance qui a la peau dure. Je dirais pas qu'il y a aucun appel d'offres pipé, ça existe, mais pour moi, c'est quelque chose qui est à la marge. Donc évidemment, on n'a pas de statistiques là-dessus. Moi, Oui, je peux en parler c'est ouais, sûr. c'est sûr. Moi, je peux en parler de par mon vécu. Aujourd'hui, avec les entreprises avec lesquelles on travaille, on répond à des appels d'offres qu'on connaît personne, ni dev ni d'Adam, et qu'on remporte. Donc moi, ce que je peux garantir, c'est qu'il y a une grande partie de la commande publique qui n'est pas pipée. Il y a des appels d'offres qui peuvent être orientés, il y a des gens qui peuvent avoir fait un travail de SAP, qui peut être réalisé, en faisant de la prescription, en Mmh. orientant les cahiers des charges. Encore une fois, où est la limite là-dessus entre vraiment le pur, marché truqué ou un marché où une entreprise a bien travaillé en amont? Là-dessus, il y a une limite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui occupent le terrain, qui sont Mmh. présents, mais c'est pas forcément une pratique qui est déloyale Ouais. ou qui est, entre guillemets «illégale». Exactement. C'est vraiment ce que tu me disais quand on avait préparé l'épisode et je trouvais ça hyper intéressant. C'est qu'en fait, de la même façon que dans une entreprise privée en B2B classique, en fait, c'est de s'intéresser aux besoins de son client. Et quand tu me dis, allez vous interroger, de vous intéresser, qu'est-ce qui se passe dans votre commune, de quoi la commune a besoin, etc. En fait, de s'intéresser aux besoins, de rencontrer les acheteurs pour comprendre ce qu'ils attendent, pour en fait, du coup, pouvoir se structurer et être à même de proposer une réponse qui colle aux besoins qu'on aura identifiés. C'est ça et après donc le code de la commande publique, il est structuré avec, 3 grands principes aujourd'hui, dont un des grands principes est la transparence. Donc en appel d'offres, on connaît à l'avance sur quels critères on va être jugé. Donc quelle va être l'importance du prix, quelle va être l'importance de la qualité ou de la technique. Donc ça, c'est des critères que l'acheteur va vraiment donner en amont de la consultation. Et quand on perd un appel d'offres, on a le droit d'obtenir les notes de la personne titulaire, mais Mhm. également son prix et on peut demander à avoir les avantages comparatifs de l'offre. Donc il y a quand même une véritable transparence qui fait qu'aujourd'hui, un acheteur public peut pas faire ce qu'il veut. Il est Mm. contraint par des règles. Il n'y a pas de loi parfaite. Il y a toujours des gens qui arrivent à passer à travers les mailles. Mais honnêtement, le code de la commande publique, il est bien écrit et il permet aux entreprises d'avoir affaire à un processus qui est juste et qui est transparent. Donc moi, j'ai envie de dire, ça, c'est une idée reçue sur laquelle il faut absolument pas s'arrêter, car de par notre expérience, nous, au quotidien, on voit bien que non, il y a des vraies opportunités et que les entreprises, elles sont jugées de manière équitable, dans le Mm. respect des grands principes de la commande publique. Oui, puis c'est comme tout, on progresse. C'est-à-dire qu'on va répondre à un appel d'offres, on va peut-être se prendre les pieds dans le tapis, on va peut-être pas y arriver la première fois et encore que tu nous montreras qu'on peut y arriver dès la On première peut y fois. arriver la première fois, mais l'avantage de l'appel d'offres, c'est aussi qu'il va vous permettre d'avoir une vraie veille concurrentielle. Mmh. C'est que vous allez Ah pouvoir oui. comprendre le positionnement de vos concurrents sur le marché, autant en termes de prix que de qualité. Donc une entreprise qui s'intéresse vraiment à ses dossiers, quand le dossier est perdu, on ne le classe pas. On va aller chercher cette info, on va accepter de se remettre en question, Mmh. de retravailler sur ses process. Et de cette manière-là, par un processus d'itération, on arrive à remporter des appels d'offres. Sur la route, on va identifier des problèmes structurels, des problèmes techniques que peut avoir l'entreprise, qui Mmh. fait qu'aujourd'hui, elle n'accède pas à ces marchés. Mais ça, c'est une véritable opportunité. Aujourd'hui, sur un marché privé, vous n'avez pas ces infos, ou c'est très rare. Ah non, le client il nous ghost, Voilà, le terminé et on client sait vous pas pourquoi, ghost, alors que c'est là, on sait terminé. pourquoi on n'est pas Là, pris, on a quoi. vraiment une réponse. Et nous, de notre expérience, quand on demande à avoir les rapports d'analyse des offres, les notes, les avantages différentiels, les acheteurs publics, ils jouent le jeu de la transparence. Ils OK. respectent le code auquel ils sont soumis. Et donc là-dessus, c'est vraiment un très gros point fort pour les entreprises d'avoir cette veille concurrentielle, ce positionnement. Évidemment, ça demande de se remettre en question, de travailler, de remettre toujours sa copie sur la table et de s'améliorer. Mmh. Après, il y a des gens qui voient ça comme quelque chose à subir.
Moi, au contraire, je vois ça comme quelque chose d'hyper intéressant parce que ça permet d'avoir à la fois la veille concurrentielle, mais aussi la veille technique. Mmh mh. Et donc, ça fait vraiment progresser une entreprise quand elle est dans ce processus de se remettre en question, d'avancer et d'aller à la C'est conquête clair. d'un marché. Bah, après, c'est un état d'esprit et ça sert même sur l'entreprise au global. Hem, 3e idée reçue, les délais de paiement sont hyper longs. Non, mais pour répondre à un appel d'offres public, il faut avoir les reins solides, il faut avoir de la trésor parce que, ça met 1000 ans à payer, les délais de paiement, c'est une catastrophe, l'État paye pas, c'est scandaleux, voilà. Alors Qu'est-ce encore qu'on une peut fois, dire la à ça? dernière personne, qui m'a dit ça, je lui ai demandé quel était son dernier appel d'offres et son problème de paiement, et la personne m'a répondu qu'il en avait jamais fait pour cette raison. Donc ça m'a forcément fait sourire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes typologies d'acheteurs. Aujourd'hui, moi j'ai ressorti un chiffre, c'est sur les communes de plus de 35 000 habitants. Aujourd'hui, 84 des communes françaises, elles respectent le délai de paiement de 30 jours. Et de manière générale, le dernier rapport de l'Observatoire de la commande publique, il donne un délai moyen de paiement de 42 jours. Donc par rapport au délai de paiement, et tu bien placé pour le savoir, qu'on a dans Mmh. le privé, on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal du tout parce que, les délais de paiement en plus là, l'année dernière, enfin 2023, ça réaugmente un petit peu. De façon générale, il y a, je le dis de tête, mais 13 jours de retard. Donc quand on est sur des paiements à 30 jours plus 13, 43 jours de délai, on est déjà au-dessus de la moyenne de la commande publique. Exactement. Donc voilà, les délais de paiement sont longs. Quand on est en B2B, on peut facilement aller donc de base, c'est 30 jours plus les retards et cetera. On a vite fait de se prendre 15 jours dans la vue quand même. Surtout sur de la TPE-PME, on va pas se mentir. Surtout les TPE-PME qui bossent avec des grands groupes. Donc clairement, il y a des délais de paiement qui peuvent être largement au-dessus des 44 jours là dont tu nous parles, 42, ouais, mais 42. oui, on est au-dessus en privé, c'est sûr. Et aussi, on va avoir pas mal de délais qui sont négociés à 60 jours dans le privé et Oui, alors que dans le public, c'est 30. exactement. Dans le public aujourd'hui, les entreprises, moi, que je rencontre et qui ont des difficultés à être payées, c'est parce qu'elles respectent pas le process de l'acheteur. Aujourd'hui, la commande publique, la facturation, elle passe par un portail qui s'appelle Chorus Pro. D'ailleurs, bah, j'en profite pour parler de Chorus Pro. Il y a une super communauté, il y a de l'entraide, Oui, tu m'en avais parlé. il y a des super tutos, c'est quelque chose qui fonctionne honnêtement très bien. On est souvent, et moi le premier, hein, dans la critique de ce que peut mettre en place, l'institutionnel en général. Là, c'est quelque chose qui fonctionne bien, et dans, les appels d'offres, l'acheteur, il va nous donner un certain nombre d'éléments qui doivent apparaître sur notre facture. Mmh. Un numéro d'identification pour pouvoir bien lui transmettre nos factures sur Chorus Pro. Souvent, les boîtes qui ont un délai de paiement, c'est parce qu'elles vont pas respecter ce process. Du coup, Oui. elles vont Mmh. déposer des factures qui sont pas conformes, et derrière, encore une fois, tu es bien placé pour le savoir, pas de suivi de leurs factures. Oui, bah, Donc elles vont justement, pas là-dessus, je vais rebondir parce qu'effectivement, on dépose sur Chorus Pro. Déjà, la moindre des choses, c'est d'ensuite aller vérifier que les factures sont acceptées, qu'elles passent pas en anomalie, qu'elles sont pas rejetées. Et si elles le exactement, sont, c'est de se préoccuper tout de suite et sans attendre de pourquoi il y a un problème. Et en fait, derrière la plateforme, il y a des gens. Donc, on peut aussi, dans le cadre de l'appel d'offres, quand on a répondu, s'intéresser de savoir qui sont les personnes derrière qui traitent effectivement les factures. Peut-être prendre contact avec elles au début pour essayer de bien comprendre le process, de quoi est-ce qu'elles vont avoir besoin, comment est-ce que ça peut s'articuler s'il y a un souci, qui sont nos interlocuteurs, de façon à, s'il y a un souci, pouvoir appeler exactement, pour régler le problème. et je rebondis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, les services payeurs des acheteurs publics, ils sont identifiés et disponibles. Donc Oui. on a vraiment des gens qui sont là à horaire fixe, Et ils qui sont répondent sympas. au téléphone. Et ils sont sympas. Eux, en fait, ils veulent débloquer la Mais oui. situation. Donc clairement, quand on les appelle, moi, j'ai toujours des interlocuteurs en face de moi rapidement, Mmh. qui sont très proactifs pour débloquer les situations. Parce que eux font attention à leur délai de paiement. Ils sont objectivés là-dessus, hein. Exactement, ils ont des objectifs là-dessus, et après, eux, ils ont un intérêt justement à ce que les entreprises leur répondent. Oui, Donc ils sont là pour lever les difficultés. complètement. Quand on est en privé, des fois, ne serait-ce qu'avoir les coordonnées du service qui doit valider la facture Non, mais et impossible, tout qui le monde vous est en renvoie, vacances. voilà, on vous renvoie en Tout ping-pong. le temps. Là, au contraire, il y a une véritable, j'ai presque envie de dire bienveillance, et du moment qu'on suit son process et qu'on répond aux exigences de l'acheteur, parce que lui, il a aussi ses besoins. Il doit avoir des choses qui sont identifiées sur les factures, avoir un suivi. Lui, il dépense de l'argent public, donc il ne fait pas un virement comme ça sur un coup de tête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, Complètement. du moment qu'on respecte ce process et qu'on est proactif, honnêtement, les délais de paiement sont plutôt très rapides. Il y a même des communes qui sont exceptionnelles. Si on regarde aujourd'hui les statistiques, il y a des communes qui payent en moins de 7 jours. Ouais. Non, non, mais c'est clair. Toutes les personnes, moi, qui fonctionnent sur de l'appel d'offres public de façon, régulière, n'ont aucun problème de délai de paiement. Et aussi, souvent, nous, on envoie des clients, ils pensent que parce qu'ils sont en commande publique, marché public, en fait, ils peuvent pas relancer. Non, mais en fait, moi, j'ai que des clients publics, donc du coup, je peux pas les relancer pour le paiement des factures. Bien Bah, sûr que si. bien sûr que si.
En fait, justement, bah, si la facture, elle est déposée, déjà un petit mail ou un petit, tu à la personne en charge pour dire: «Bon, bah, voilà, je vous ai déposé la facture, est-ce que vous l'avez bien reçue?» ou juste pour info. S'il y a un problème, merci de me le dire, comme ça on a un contact et derrière, si c'est pas payé ou si on approche de la date d'échéance, bah, passer un petit coup de fil, pour savoir où ça en est et en fait, souvent, «Ah bah, oui, oui, je m'en occupe, j'allais le faire», justement. En fait, derrière, il y a des gens aussi, il y a peut-être des manques d'effectifs à des moments, il y a peut-être, des hauts, des bas, des choses, voilà, à gérer, des urgences et en fait, quand on se manifeste, on passe aussi en priorité par rapport à ceux qui se manifestent pas. Exactement, c'est pareil, il y a un process qu'il faut appliquer et suivre. Ouais. Il y a une méthodologie. Pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on a affaire, encore une fois, à des gens qui sont dans la transparence. Puisque ce qui doit être porté sur la facture, vous le savez à l'avance. Mmh. Donc vous avez toutes les infos pour faire votre facture convenablement, pour la déposer convenablement. Encore une fois, sur Chorus, il y a la communauté Chorus qui peut vraiment vous venir en aide facilement, sans aucun coût, hein, je le précise. Donc c'est vraiment quelque chose qui Ouais, fonctionne, où il n'y a complètement. pas de difficulté et on le voit sur les derniers recensements, la commande publique, elle est performante dans le paiement. Évidemment, encore une fois, il y a quelques exceptions. On peut avoir des acheteurs publics qui ont des délais de paiement bien supérieurs, mais c'est pareil, quand on va répondre à un appel d'offres comme ça, on peut aller chercher cette statistique et Mmh. on peut l'anticiper. Mais Mmh. encore une fois, plus de 85 des acheteurs publics, ils respectent les délais de paiement qui leur sont impartis. Bon. Donc encore une idée reçue sur laquelle vraiment je j'ai aucune, Ouais, c'était pas OK, tu te je bats suis pas contre OK ça. du Non, tout, non, mais ouais. c'est ça. Non, mais c'est important de le dire parce qu'effectivement, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que ceux qui ont qui disent ça et qui propagent aussi ces croyances, souvent, c'est ceux qui ne pratiquent pas. Ou alors Exactement. qui ont vécu l'exception du «ça a été long», mais bon, voilà, bon, bref, il y a eu il Bah, y c'est a pareil, la commande publique d'il y a 20 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc les oui, choses ben ont bien sûr, évolué. les choses évoluent, mais heureusement. Moi, vu mon âge, il y a 20 ans, j'étais pas là. J'entends des gens qui disent: «Oui, à l'époque, on était payé au minimum à 1 an». Honnêtement, moi, de mon expérience, je peux pas dire oui ou non. Ouais, tu l'as pas Moi, vu. ce que je constate, c'est comment ça se passe aujourd'hui et Aujourd'hui, ça roule. aujourd'hui, honnêtement, c'est pas un sujet. OK. Dernière idée reçue, avant que tu puisses nous expliquer, la belle success story de l'entreprise, dont on parlait tout à l'heure. C'est hyper chronophage de répondre à des appels d'offres. Clairement, on n'a pas le temps pour ça. Alors, c'est l'idée reçue que j'aurais peut-être le plus de mal à démonter parce que, quand on répond à un appel d'offres, il y a un temps incompressible. C'est que il faut quand même analyser le cahier des charges et le CCTP de l'acheteur. Il faut comprendre son besoin, s'y intéresser et on ne peut pas faire une réponse type. Un appel Mmh. d'offres, ça demande de répondre spécifiquement à un besoin. Donc quand on répond à un appel d'offres, on doit remettre un mémoire technique. Donc c'est là qu'on va expliquer notre offre et expliquer comment on va répondre aux besoins de l'acheteur. Là-dessus, il y a du travail à réaliser et c'est sûr qu'il y a un temps incompressible. Par contre, si on a une bonne méthodologie, qu'on capitalise sur ces appels d'offres, qu'on a bien ciblé les domaines dans lesquels on veut aller, il y a beaucoup de choses qu'on peut, entre guillemets, mutualiser sur les différents dossiers. Mmh. Donc, un mémoire technique, il ne peut pas être un mémoire type qu'on va réutiliser à chaque fois avec un copier-coller, ça ne fonctionne pas. Vous allez vous retrouver avec un taux de succès qui n'est pas du tout adapté. Votre mémoire technique, il doit répondre aux critères de cet appel d'offres Mmh. et aux besoins de l'acheteur. Encore une fois, il faut vraiment, j'insiste sur le mot, mais comprendre le besoin de l'acheteur. Si on répond clairement à ce besoin, là, on a des vraies chances de succès derrière. Donc, le marché public, c'est chronophage, surtout si on s'y prend mal. C'est-à-dire Mmh. que si on cible mal ces dossiers, qu'on fait des réponses types, on va quand même y passer beaucoup de temps. Bah, oui. Et derrière, on va avoir un taux de succès qui va être très faible. Et moi, ça m'arrive d'aller dans des entreprises qui ont 5-10% de taux de succès en appel d'offres. Là, c'est sûr, quand on prend le temps de travailler 10 dossiers pour en remporter un, évidemment, c'est très chronophage. C'est clair. Quand on a une bonne méthodologie et qu'on arrive à monter sur des taux de succès à 30, 40, 50%, là, c'est-à-dire comparons aussi à du privé, quand un devis sur 2 il sort, on perd pas son temps. C'est clair. Il y a le fait de cibler aussi, comme tu disais, d'identifier le besoin, mais avant ça aussi, c'est peut-être de pas aller répondre à tous les appels d'offres dans son secteur d'activité, mais d'aller répondre aux appels d'offres vraiment bien identifiés, bien ciblés, se faire peut-être un cahier des charges, nous, en se disant: «Je veux répondre à cet appel d'offres-là», plutôt que vouloir répondre à tout et peut-être se dire: «Je réponds juste à un ou 2 dans un premier temps». Ce que tu m'avais dit aussi, c'était une méthode aussi de te dire, en fait, que c'est vraiment très stratégique de se dire: «On Exactement. répond à un premier appel d'offres bien identifié, sur lequel on est à l'aise». Peut-être pas très gros pour commencer, on se met bien et ensuite potentiellement une fois qu'on a bien compris, qu'on a bien structuré, on peut aller ouvrir un petit peu le champ des possibles en s'ouvrant sur des nouveaux appels d'offres. Avec l'itération, on peut s'améliorer et cetera. Mais du coup, c'est vraiment très stratégique et c'est une optimisation du temps. Exactement, parce que en fait, il faut déjà mettre en place une veille qui soit performante. C'est-à-dire quand on va recevoir des annonces d'appels d'offres, donc en paramétrant des alertes, en s'équipant d'un logiciel, il faut bien connaître comment sont rédigés les documents. Donc qu'est-ce qu'un règlement de consultation? Qu'est-ce qu'un CCAP? Qu'est-ce qu'un CTP? Pour déjà avoir le bon ordre de lecture et avoir un process go, no go qui soit efficace. Mmh.
Le pire qu'on puisse faire, c'est de passer des heures à lire des annonces, Il y a ça puis aussi. des heures à lire des marchés, pour finalement pas prendre une bonne décision sur quel marché je vais me positionner. Donc, il faut que l'entreprise elle ait une stratégie. L'appel d'offres, c'est pas quelque chose, on ouvre une porte, on rentre dedans. Non, ça doit être un projet quand même long terme de l'entreprise, qui doit mettre en place déjà des objectifs. Quel Mmh. type d'appel d'offres je veux remporter? Comment je les sélectionne? Derrière, quand on a la lecture des pièces, est-ce que les critères de l'acheteur, c'est des critères sur lesquels je vais être performant? Si on prend un acheteur, par exemple, donc comme dans notre région, on pourrait prendre la métropole de Lyon ou Grenoble, c'est des acheteurs qui vont avoir des clauses environnementales, des clauses sociales. Est-ce qu'on est capable de répondre à ces clauses? Est-ce que c'est quelque chose où on est performant? Si vous savez qu'il y a 30 ou 20 de la note qui est sur un critère environnemental sur lequel vous n'avez fait aucune démarche, passez votre chemin. Allez Mmh. sur un appel d'offres qui correspond à vos critères. Un appel d'offres qui va mettre 70 pour le prix, 30 pour la technique, est-ce que vous, votre stratégie d'entreprise, c'est d'avoir un prix au moins 10 ans? Est-ce que vous êtes une Mmh. entreprise qui a industrialisé des process, qui sait aller se battre et être compétitif sur du prix? À ce moment-là, ciblez ces marchés. Si vous êtes une entreprise, au contraire, qui est très agile, très souple, qui va être sur une offre sur mesure pour chacun de ses clients, mais avec une très forte valeur qualitative, allez sur des appels d'offres où le critère technique est de 60 et le critère prix 40. Vous savez que vous n'êtes pas le moins cher sur Ouais. votre marché. Allez chercher des gens qui recherchent votre offre. Mais on voit qu'en fait, il y a zéro place à l'improvisation et en fait, Non. si on improvise, on perd son temps et là, effectivement, ça devient pas du tout rentable. Mais je pense que Et ça, là, on c'est rentre dans hyper les im idées et ouais, reçues, voilà, c'est c'est ça. chronophage et ainsi de Mais suite. c'est en fait, j'ai l'impression que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'en fait, les délais de paiement sont longs. Oui, si vous respectez pas les process que vous suivez pas, c'est chronophage. Oui, Si vous si n'avez pas de bah, ouais, si stratégie, vous avez pas de effectivement, stratégie, vous allez voilà. vous noyer dans l'océan des appels C'est d'offres. ça. En 2023, on a plus de 235 000 appels d'offres en France. Donc c'est sûr que trouver l'aiguille dans la botte de foin, Ouais, si c'est vous clair. n'avez pas de méthodologie, vous allez vous essouffler. Moi, je rencontre beaucoup d'entreprises qui se sont paramétrées une alerte sur un site ou un autre. Tous les matins, ils reçoivent 20, 30 annonces. Allez, ils se sont motivés quoi? Quelques semaines. Ils vont regarder les annonces. Il y a beaucoup de choses qui sont hors sujet. Il y en a quelques-unes. Puis finalement, le temps passe. On avait mis celui-là de côté qu'on voulait regarder. Puis le quotidien du chef d'entreprise fait Mmh. que bah, la semaine est passée, la deuxième aussi. Oh là oh là là, il faut que je regarde ce dossier. Finalement, au moment où on se plonge dedans, il reste une semaine, on n'a plus le temps de le traiter. Et là, oui, on a juste perdu des heures. Mmh. Si on a une vraie méthodologie, qu'on a dégagé du temps pour ça, qu'on a mis en place la bonne stratégie, là, c'est quelque chose qui est très efficace et où le ROI sur le temps investi, il est énorme. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, en travaillant des fois 10, 15 heures sur un dossier, on est capable d'aller chercher 100, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires. complètement. Mais c'est une vraie stratégie de développement commercial et j'ai envie de dire même hors appel d'offres. Si on fait du développement commercial et de la prospection, entre guillemets «au doigt mouillé», sans savoir où on va, sans savoir qui on cherche, sans savoir c'est qui sa cible client, on parle à tout le monde égal on parle à personne et au final on patauge, on pédale dans la semoule et puis il se passe rien en fait. Enfin, on a perdu du temps et on se dit: «Mais c'est pas possible». Alors qu'au contraire, si on structure, qu'on sait exactement à qui on s'adresse, c'est quoi notre offre, c'est quoi notre niche et on n'est même pas forcément obligé d'avoir des niches d'ailleurs, mais en tout cas, de savoir à qui on s'adresse, avec quelle offre de valeur, avec quel niveau de prix, ben, on va aller cibler les bonnes personnes, écarter les touristes et là, on perdra plus son temps. Mais c'est exactement pareil, en B2B, c'est exactement pareil en B2C. Et puis, je dirais même que c'est vrai pour encore plus de choses. C'est qu'aujourd'hui, et toi et moi, on l'a vécu, un chef d'entreprise, c'est avant tout quelqu'un qui a un savoir-faire, Mmh, souvent qui est un travailleur acharné, qui va se donner du mal. Quand on commence à partir en mode entreprise, qu'on n'est plus un entrepreneur indépendant qui fait un petit peu ses choses dans son coin, qu'on veut vraiment développer, ça nécessite de mettre en place des stratégies, d'aller chercher des compétences qu'on n'avait pas forcément. mmh mh. Moi, je peux t'en parler, ma formation initiale, c'est ingénieur. Le commerce et la com, clairement, c'est pas dans ma On n'en formation parle pas, non, pas et aujourd'hui. c'est pas du tout dans mes réflexes. Aujourd'hui, se faire accompagner sur des sujets, comme on a pu le faire toi et moi sur d'autres sujets, Mmh. et aujourd'hui, pour aller réussir à naviguer dans le monde des appels d'offres, il faut prendre le temps de se faire accompagner par quelqu'un. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est qu'à partir du moment où on a envie d'aller sur un nouveau domaine, qu'on a envie de se professionnaliser, bah oui, et tu l'as clairement dit. Moi, par exemple, ma formation initiale, c'est une formation juridique, juriste, huissier de justice. Autant dire que huissier de justice et le marketing, ça n'a rien à voir. Avec la communication et le commercial, c'est pareil. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée, effectivement, je me suis fait accompagner sur différents sujets. Et de la même façon, je veux aller sur de l'appel d'offres ou je veux revoir ma stratégie de développement commercial. Bah, si c'est pas ton cœur de sujet, tu te fais accompagner, tu cherches de la formation et ce qui est trop génial maintenant aussi, c'est qu'on peut trouver, des professionnels aptes à nous accompagner à des conditions tout à fait acceptables, heu, assez facilement au final et donc là, c'est aussi moi mon ambition, c'est de pouvoir enfin et ma mission là avec ce podcast, c'est de pouvoir mettre en avant des personnes capables de nous accompagner, sur ces sujets. Donc justement, ça va pouvoir, me faire, rebondir puisqu'on a vu que les appels d'offres, ça pouvait être pour les petites entreprises et sur au enfin
énormément de sujets puisqu'on est à la fois sur les services, la fourniture, le bâtiment, et pas que le bâtiment, parce que souvent, il y en a beaucoup qui pensent qu'on est sur le travaux publics et bâtiments, mais pas que. Que les délais de paiement sont pas si longs que ça quand on a les bonnes, pratiques et qu'on respecte le cahier des charges. Que, c'était chronophage, oui et non. C'est-à-dire que oui, ça prend du temps, mais avec une bonne stratégie et une bonne méthode, ce temps est optimisé et rentable. Et voilà, c'est surtout que Voilà, ce temps est rentable et parce que le rentable. retour sur investissement, il est énorme. Et Exactement, je parle même pas du fait que non seulement on signe des contrats qui sont des belles références, qui peuvent apporter beaucoup de chiffre d'affaires, du chiffre d'affaires récurrent, il y a aussi tout l'apport que ça a comme je te disais sur l'analyse des réponses, sur la veille complètement. concurrentielle, sur la veille technique. Donc en fait, ce temps-là, il est Ah extrêmement bah, c'est clair parce productif que pour si une on commence à entreprise. faire une étude de marché, c'est quand même compliqué et long. Et enfin, la C'est dernière clair. croyance, qu'on a réussi à faire tomber quand même aussi ce matin, c'est, que les appels d'offres ne sont pas forcément pipés, même souvent ne le sont pas et le sont peut-être à titre très marginal, mais que surtout, et bah, avec tout ce travail d'itération, ce travail d'étude du besoin, le fait de, se progresser et cetera, se remettre en question, font qu'au bout d'un moment, on comprend les règles du jeu, on Et on comprend les peut les besoins. comprendre grâce au Voilà, principe de transparence qui est encore une exactement. fois respecté par l'immense majorité des Voilà, c'est acheteurs. ça. Et donc oui, effectivement, il y a des personnes qui reviennent et qui remportent tout le temps les appels et c'est toujours les mêmes, mais parce qu'en fait, ils ont compris comment ça marche Et et puis qu'ils parce que des sont fois bons aussi, et qu'ils se sont, ils ont progressé. la vérité, c'est que des fois aussi, il y a une seule offre. Donc, Oui, bon, bah, quand il y a qu'une entreprise qui répond, oui, elle gagne à chaque oui, fois, forcément, évidemment. c'est sûr. Bah oui, mais si tout le Donc, monde se dit: «C'est pas pour moi», bah, du coup, si pour qui c'est, il répond et lui, il est sûr d'être pris, c'est sûr. c'est ça. Donc ouais, C'est clair. pour clôturer un peu sur les idées reçues, c'est vraiment des idées reçues et quand on va aller chercher la statistique, les données qui existent et regarder le fonctionnement de l'appel d'offres, on se rend bien compte que c'est des idées qui tiennent pas. OK. Donc il faut vraiment casser ces préjugés, se mettre au travail et il y a des très belles opportunités pour les Trop bien. entreprises. Bah, parlons-en justement des belles opportunités. Donc l'entreprise dont tu voulais nous parler ce matin et je crois que c'est un des associés Qui qui va va venir tout nous à l'heure, rejoindre ouais. tout à l'heure pour justement nous témoigner, parce qu'en fait, les success stories qu'on vous partage dans ce podcast, bah, en business soyons cash, c'est pas du vent, c'est des vraies histoires, c'est pas, des trucs inventés pour essayer de vendre un truc, pas du tout. Ouais et puis On c'est lui la est meilleure personne pour en parler puisque, bah, complètement. la boîte, on a beaucoup aidé à la développer, mais c'est son bébé, donc Complètement. c'est lui qui sera Mais le plus à moi, ce même qui d'en parler. m'intéresse avec toi, c'est que tu nous expliques un petit peu comment ils étaient avant que tu les Ouais, accompagnes. Déjà, c'est quoi leur activité? Parce que tu nous en as dit de bribes tout à l'heure, mais c'est pas une activité qu'on attend particulièrement sur des appels d'offres. exactement. Donc déjà, savoir un petit peu d'où ils partaient. Comment toi, tu les as accompagnés? Ça a été quoi, les enjeux, enfin, les principaux enjeux qu'ils ont dû relever au tout début? Ils en ont remporté un, donc comment tu as fait pour les accompagner là-dessus? Et ensuite, une fois qu'ils en ont remporté un, ça n'a pas du tout été fini, au contraire, ça a été le début d'une nouvelle aventure totalement incroyable pour eux. Et c'était quoi leurs enjeux au fur et à mesure? Parce qu'une fois qu'on a remporté un appel d'offres, on est content, on sort le champagne. D'ailleurs, je crois qu'ils sortent le champagne pas longtemps parce que ça redescend assez vite. Ouais Et après, c'est quoi les enjeux auxquels ils ont dû faire face? Et aujourd'hui, voilà, ils et en sont aujourd'hui, les où? nouveaux enjeux que ça amène, Ouais, voilà, parce qu'en fait, ben, bah, qui dit chaque croissance, nouvelle dit victoire, nouveaux besoins, ouais. emporte ses nouveaux enjeux. Donc voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, du début jusqu'à, bah, aujourd'hui, puis après, Ouais, l'associé nous expliquera un peu mieux. donc l'entreprise dont on va parler, c'est 2 pas à pas. Donc c'est une entreprise qui fait de l'activité physique adaptée. Donc en fait, c'est des cours de sport, mais pour des publics spécifiques. Donc ça peut être pour des seniors, pour des personnes qui sont en affection longue durée ou pour des gens qui ont une problématique spécifique, des travailleurs sédentaires, des travailleurs avec, des métiers qui vont générer des TMS, les troubles Mmh. musculo-squelettiques. Donc c'est vraiment la pratique de l'activité physique pour tous, mais adaptée aux besoins de la personne, OK. avec comme objectif d'apporter du bien-être, de la confiance en soi, de créer du lien social et évidemment d'avoir un bénéfice physique. On est quand même sur de l'activité physique. Donc l'APA, c'est quelque chose qui est enseigné en faculté, donc qui est jusqu'au niveau licence et master, donc dans les facs de sport. Mmh. C'est une activité donc qui se développe, fortement puisqu'on se rend compte de tous les bienfaits que ça peut avoir, hein, Bien sûr. aujourd'hui. Donc l'entreprise là, ben, c'est 2 gérants qui étaient tous les 2 diplômés de master APA, donc qui se sont lancés dans leur activité en tant qu'indépendants dès leur sortie d'études. Fac de sport? Fac de sport exactement, OK. STAPS, option APA OK. et donc forcément qu'ils viennent d'un monde où la gestion et la création d'entreprise, c'est pas le premier sujet en fac de sport, on va pas se mentir, ni C'est la clair. comptabilité, hein. Donc eux, ils ont créé leur activité et ils ont pu travailler pour un CCAS où ils ont eu cette opportunité de par leur stage de fin d'études, en fait, où ils étaient là-bas. Au bout de quelques années, ils n'avaient pas un développement particulièrement important, Donc là, on est donc d'accord que quand ils étaient dans ce CCAS, c'était passé hors appel d'offres? c'était passé hors OK. appel d'offres, effectivement. Donc eux, à 2 personnes, ils généraient 90 000 € de chiffre d'affaires avec un indépendant qui travaillait un peu pour eux.
Et donc entre les frais généraux de la structure, les frais de déplacement, le matériel et compagnie, ils avaient pas un niveau de salaire ni de rentabilité qui était du tout au rendez-vous. Mmh. Et ils se sont retrouvés, du coup en 2020 à avoir leurs clients qui leur expliquent que, bah, leurs besoins ayant augmenté, ils dépassent le seuil de service et donc ils vont devoir faire un appel d'offres auquel ils sont bien évidemment invités à répondre, mais ils ont pas de garantie de l'avoir. Eh oui. Donc Bah oui, là, parce que là, du coup, ils sont mis en ils concurrence. sont mis en concurrence. Donc là, petit tremblement de terre dans la maison. OK, si on perd ça, clairement, ben, on n'a plus de quoi se payer. On plie la Donc ça boîte. met clairement, voilà, ça met la boîte en jeu. Donc comment on fait? Donc, il se trouve que le gérant de cette boîte est un ami. Donc il est venu me voir en me disant: «J'ai besoin de ton aide». Donc, OK, pas de souci, on s'est remonté les manches. On a du coup travaillé sur ce premier appel d'offres et là, ça a été déjà un gros changement de mentalité pour eux. Puisque eux, c'était du relationnel, leur, clientèle. Là, il faut faire un mémoire technique. Il faut expliquer ses process, sa méthode de fonctionnement. Sauf qu'on va pas se mentir, on est sur une boîte qui a pas de livrable, qui a jamais posé ses Ouais. process. Donc là, nous, notre boulot, au-delà de les guider sur la procédure, donc de rédiger pour eux la candidature, tous les documents administratifs, c'est vraiment de les accompagner sur le cœur du mémoire. Donc comment on va faire? C'est quoi le déroulé d'une séance type? Quels sont les contenus de séance que vous proposez? Quel matériel vous mettez à disposition des acheteurs? C'est quoi votre réactivité en cas d'absence? Enfin, vraiment, Ouais. finalement, Tout boucler, procéder, voilà, enfin, poser les process pour poser tout, les quoi. process, dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment. Là, en mise en concurrence, bah, à quel prix on va répondre? Faut savoir qu'on est déjà sur des appels d'offres avec du volume, hein, on est sur du 45 000 € annuel. Mmh. Donc c'est un marché qui est attractif, qui va attirer du monde. Donc OK, comment on se positionne? Oui, et peut-être aussi un marché sur lequel il y a du monde, mais peut-être pas non plus, heu, énormément de d'acteurs, mais que tous vont être hyper déterminés, C'est à le ça, remporter, quoi. Il va pas exactement. y avoir beaucoup de Donc touristes. il y aura pas 50 répondants Ouais. évidemment, mais qu'il y ait 5, 6, 7 Mmh. entreprises qui se positionnent, ça c'est quasi une Ouais. certitude. Donc aujourd'hui, il faut réussir à sortir son épingle du jeu Ouais, complètement. et à montrer, avec notre mémoire technique, convaincre l'acheteur. Donc on a fait ce travail-là, super, on a la nouvelle quelques mois après, ils ont remporté l'appel d'offres. Donc là, c'est un accord cadre qui dure maximum 4 ans. Donc leur commande, elle est d'1 an ferme et elle est reconductible tacitement tous les ans. OK. Donc pour eux, super nouvelle, on se structure, on a réussi à sécuriser ça pour quelques Ils années. ont dû souffler là, déjà? Là, on souffle un petit coup, mais moi, dans mon rôle d'anticipation, je leur dis: «Très bien, maintenant, dans 4 ans, si vous avez rien fait dans les 4 ans, qu'est-ce qui se passe?» Alors on se retrouve de nouveau avec les jambes qui tremblent et Mmh. à être en quasi situation de dépendance sur ce marché. Et oui, et donc là, mon rôle, attention au risque client, un des risques clients aussi qu'on voit très souvent, c'est ce côté être dépendant d'une seule d'un seul type de client ou d'un seul client, c'est encore pire, mais même un type de client parce qu'au final, effectivement, si demain, en fait, on veut plus répondre aux appels d'offres, on n'est plus en capacité de pour X ou Y raison, bah, il faut quand même pouvoir se retourner et pouvoir, diversifier son portefeuille client, en fait, hein. C'est ça et là, on est sur un appel d'offres qui représentait quand même 50 du chiffre d'affaires de Ouais, l'entreprise. c'est Donc beaucoup. effectivement, s'il s'arrête, là, derrière, c'est compliqué. Donc eh ben, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'on allait aller chercher d'autres appels d'offres et finalement, bah, regarder, creuser le domaine, voir s'il y avait quelque chose à faire. Et donc, là, pour la première fois, l'entreprise, elle s'est retrouvée avec une démarche commerciale, une Mmh. stratégie pour aller chercher du chiffre. Et donc, on a eu la chance, quelques mois après, de remporter un gros marché pour la ville d'Annecy. Donc pareil, un marché donc, de 50 000 € par an, qui a permis du coup à l'entreprise cette fois, ben, de changer un petit peu de dimension. Puisque là, il fallait recruter, il fallait Mmh. prendre du personnel, il fallait s'adapter à un nouveau client, à un nouveau besoin. Mais par contre, ben, pour la première fois, l'entreprise dégageait de la marge et avait les moyens de remplir ses missions Mmh. avec vraiment leur ADN de départ, puisque on est sur des gens qui ont vraiment une notion sociale dans leur métier. Ils accompagnent des gens, des publics spécifiques qui ont des besoins. C'est un métier très humain. Vraiment, c'est une mission sociale. Donc eux, leur ADN, leur cœur, c'est de remplir cette mission comme il faut. Mais justement, eux, c'est leur mission, c'est leur boulot au quotidien. Comment ils ont fait pour arriver à structurer, pour arriver à parce qu'en fait, une fois qu'on répond, tu dis: «OK, ça a été rentable» et cetera, mais on commence à rentrer dans des sujets de gestion d'entreprise. Il va falloir aller gérer sa trésor, faut gérer son personnel, on commence à avoir des problématiques RH, peut-être des problématiques de trésor, même Un si OK, besoin en ça fonds de paye, roulement, mais enfin, voilà, même si ça effectivement, paye, il y a quand même des investissements à faire. Donc peut-être des fournisseurs à payer sur, du matériel, des fournitures, j'en sais rien, en fait, de quoi ils ont besoin dans leur activité, mais il y a des charges nouvelles. c'est le passage d'être un travailleur indépendant à être un chef d'entreprise. Ouais. Et évidemment, à ce moment-là, il y a un risque de dénaturer l'activité et vraiment la raison d'être initiale de l'entreprise.
Là, le travail qu'on a fait, nous, ça a été vraiment pour mettre le client au cœur du sujet et c'est aussi ça qui permet de remporter les appels d'offres. C'est qu'on répond spécifiquement à un besoin avec une offre qualitative. Les appels d'offres, les 2 premiers qu'on avait remportés à ce moment-là, on n'est pas les moins-disants. On a un tarif qui est un peu plus élevé, mais on a une vraie notion de service et de qualité Mmh. derrière. Donc là, ça a encore été du process. Comment on met au sein de l'entreprise en place un suivi de satisfaction à la fois des clients, mais aussi des usagers? Comment on se structure pour voir quelle marge on dégage, quel type de profil on peut recruter, comment on met en place un process de recrutement. Donc là, nous, l'accompagnement, il a été beaucoup plus large. Parce Mmh. que donc, chez DocMe, on n'est jamais dans l'IACA Faucon. On est vraiment, nous, dans une relation de partenariat avec nos clients. Mmh. Donc, on gagne avec eux, on perd avec Et eux puis vous avez de la ressource derrière. et on a de la ressource derrière. Nous, on est accompagnés, on a des partenaires bah, dont tu fais partie. Hein, quand c'est nécessaire, on vient te solliciter. Donc nous, on les a vraiment accompagnés sur toute cette démarche. Après, moi, mon cœur de métier, finalement, qui m'est resté de l'ingénierie, c'est de faire des process. C'est vraiment de caler les choses Mmh. avec derrière une capacité à chiffrer, à mettre en place des indicateurs. Moi, je les ai vraiment accompagnés sur ce volet-là. Et donc, bah, la suite de l'histoire, en fait, c'est la continuité de ça. C'est que finalement, on a gagné un autre appel d'offres encore, pareil, dans la région Rhône-Alpes, puis un quatrième. Et en fait, on s'est retrouvé donc aujourd'hui, 4 ans après, où on a réussi à sortir de la région. Donc on bosse avec, plusieurs acheteurs publics, donc des CCAS, des communes, mais aussi des groupements hospitaliers, aujourd'hui sur quasiment toute la France. C'est Un fou. peu absent du nord, est, mais sur le Ça reste, va venir. voilà, aujourd'hui c'est, Charente, Provence, région de Poitiers, heu, enfin vraiment la boîte a C'est vraiment incroyable. grossi et du coup entre 2021 et aujourd'hui, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 et on est sur de la récurrence. Donc aujourd'hui, ils ont plus de 600 000 € de commandes qui sont signées pour les 3 ans à venir. Donc là, l'entreprise, elle a les moyens de se structurer et ce qui a été le plus, intéressant, mais le plus dur aussi, ça a été de faire comprendre à ces chefs d'entreprise que leur mission sociale, ils pourraient la mener à bien et à plus grande échelle que s'ils avaient un modèle économique qui fonctionne derrière. Ça, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on voit et on aura tout un épisode qui sera justement consacré à ça, au rapport à l'argent et aussi au fait de dire, bah, l'argent, c'est pas forcément sale. Non, Même je pense que même souvent, ça ne l'est pas, mais ça, après, c'est, mon propre rapport, peut-être à l'argent. Mais en tout cas, pour moi, ça permet de mener à bien des projets et donc quand on veut avoir des entreprises à impact, avec un fort impact social, bah, plus on est une il boîte faut un rentable modèle et plus on économique a des derrière. moyens, plus on peut, en fait, avoir un impact important et là, ils en sont la preuve Exactement, vivante parce que leur mission, elle est quand même hyper belle, c'est sûr et et c'est là, ils peuvent la faire à échelle nationale. Enfin, là, c'est chouette, là. et puis c'est pareil, eux aujourd'hui, dans cette équation-là, de départ, avant que nous on intervienne, ceux qui étaient oubliés de cette belle équation, c'était les gérants. Puisqu'au final, on se retrouvait avec Mmh. 2 gars qui ont un master, c'est quand même pas rien, qui ont monté une entreprise, donc qui prennent des risques et qui se retrouvaient avec un salaire que je dirais pas, mais qui est pas du tout à la hauteur ni de leur Ouais, formation, ni des risques qu'ils prennent. Donc finalement, réussir à se payer convenablement, c'est aussi se donner les moyens de travailler dans des bonnes complètement, conditions. complètement. Aujourd'hui, que l'entreprise, elle fasse de la marge, ça permet aussi de former le personnel, Ouais, de le faire évoluer sur les méthodes, de leur mettre à disposition les bons outils. Le fait de faire de la marge, ça permet aussi des fois de faire des petites actions en plus pour nos clients, ouais. d'organiser une olympiade dans un EHPAD, d'aller chercher un petit peu plus de lien social, d'aller plus loin dans la mission. Puis ça permet de développer l'expertise, puisque aujourd'hui, eux, ils sont capables de se dégager du temps, donc d'aller encore plus loin dans la connaissance de leur métier, dans les innovations, pour apporter toujours plus de solutions et de services à leurs clients. Donc c'est quelque chose qui est essentiel et encore une fois, ça nécessite des process, de se remettre en C'est question, ça. d'évoluer. Leur quotidien a quand même changé aussi puisque, en fait, coach presque, «sportif» entre guillemets ou coach sur l'activité On dit adaptée. enseignant en appart, mais Voilà, eux, ils sont OK, passés donc de d'enseignants en enseignant en appart APA, ils sont passés à chef à d'entreprise chef et leur quotidien est d'entreprise. peut-être pas Donc leur quotidien est exact. différent. Eux, ça leur a demandé de se former parce que bien évidemment, nous, on les a accompagnés sur tous ces sujets. Mais à un moment, nos compétences à nous s'arrêtent. Mais on peut pas faire C'est à leur place, que quoi. voilà, mais on peut pas faire à leur place. Puis on n'est pas spécialiste de tous les domaines. Moi, aujourd'hui, les problématiques RH, je les connais pour les vivre, mais je suis pas un expert du RH. Mmh. Donc nous, on a su leur apporter un partenaire qui les a formés là-dessus, qui leur a apporté des solutions où on est encore une fois dans l'expertise, dans l'exactitude. Donc tu le sais toi aussi, des fois quand on arrive avec une relation privilégiée avec nos clients TPE, PME, on est un peu le couteau suisse. Dès qu'il y a une question, ça va passer par nous et moi je trouve que c'est très important de savoir où notre compétence et notre légitimité, elle s'arrête Ouais, et complètement. après d'être entouré de partenaires. Exactement. Oui et savoir orienter le client effectivement. Donc d'après ce que tu nous dis et là on va vraiment recevoir, un des associés, j'ai trop hâte, qu'il nous fasse son témoignage. Je l'ai jamais vu en plus donc OK, je ouais, suis c'est trop vrai que tu l'as pas contente. Non, non, rencontré. je l'ai jamais vu, je connais son histoire à travers toi. Je l'ai encore jamais vu donc je suis trop contente.
Mais ce qu'on en retient, c'est qu'effectivement, il y a ce côté, on connaît pas, en fait, il faut vraiment, sortir de sa zone de confort à fond en se disant: «OK, on peut y arriver». On y arrive, on gagne en confiance, mine de rien aussi, parce que c'est par l'action qu'on reprend confiance et qu'on se dit qu'on peut y arriver. Je pense que le plus dur, c'est de faire le premier pas. Parce Ouais, qu'encore une fois, eux, ils étaient dans leur petit microcosme, dans leur confort. Ils ont fait un premier pas vers: «OK, je vais essayer de gagner des appels d'offres». En fait, ce premier pas, ça a mis une dynamique en route. mais ils ont été au pied du mur, en fait, aussi. Ils ont été au pied du mur parce que s'ils le faisaient pas, ils devaient plier la boîte. Donc ils étaient, en fait, contraints, ils avaient pas vraiment le choix. Mais pour autant, même quelqu'un qui peut avoir le choix et qui se dit: «Allez, est-ce que je pourrais pas tenter parce que quand même ça a l'air vraiment chouette, ça correspond complètement à ma mission d'entreprise et cetera». En fait, il peut tenter, clairement, toi ou même d'autres parce que vous êtes pas il y a pas que Il n'y a Docme pas en que France, DocMe qui qui fait existe ce que vous là-dessus et il y faites. a plein d'acteurs qui Heu, sont performants. voilà, Encore une fois, quand on est face à une difficulté, il y a des gens qui l'ont vécu avant nous, qui ont de l'expérience, une expertise, qui peuvent faire gagner un temps précieux à c'est l'entreprise ça. en apportant de la méthodologie, du recul et Ouais, ainsi c'est de ça. suite. Donc là-dessus, vraiment, je le dis aux TPE-PME qui veulent se lancer sur les marchés publics, faites-vous accompagner Ouais. sur vos premiers marchés ou à plus long terme. Parce que donc moi, je le vois aujourd'hui dans notre typologie de clients. On a des gens qui veulent se faire accompagner, qu'on va former ou qu'on va accompagner de manière ponctuelle sur un dossier, qui après auront la volonté de voler de leurs propres ailes. On a aussi, et c'est une grande majorité de clients, qui vont vraiment nous externaliser cette mission à moyen long terme. Aujourd'hui, le chef d'entreprise dans une TPE-PME, il a 40 métiers. Je veux dire, je pense qu'au fil de ton podcast, les 40, gens c'est s'en tout? rendront compte. Exactement. Donc, à un moment donné, même si on a pris un peu de compétences, même si on y voit plus clair, en fait, la journée fait 24 heures. Non et puis à un moment, il y a des choses, on peut, enfin nous, c'est un peu, en tout cas moi, ma façon de faire, c'est que avant de déléguer, d'externaliser, je veux comprendre, savoir faire un minimum et en fait après il y a des trucs, ça me passionne pas quoi, Exactement. j'ai Un bon compris comment pilote, il ça a marche, compris. mais après on passe la main quoi. Il faut comprendre, il faut s'intéresser, mais à un moment donné, sur des démarches comme ça, l'externalisation, C'est encore ça. une fois, pour une TPE-PME, on travaille avec des clients qui sont des ETI. Eux, ils ont vraiment du personnel en interne qui ont un temps dédié pour ça, Mmh. qui sont là-dessus. Donc nous, on va leur apporter de la formation, de l'expertise pour aller plus loin dans leur pratique, comprendre le code, comprendre les petites subtilités, vraiment aller vers Mmh. l'expertise. Ces clients-là, évidemment, externalisés, ils n'ont pas d'intérêt, ils ont leurs équipes commerciales. Dans une PME, c'est un sujet qui a pour moi de plus en plus vocation à être Complètement. externalisé. Complètement et après, ça peut être externalisé au début, on se forme, on monte en compétences et puis après on structure, on met une personne, vraiment, en interne dessus. Enfin voilà, après il y a plein de Quand de de l'entreprise, elle va développements, croître et qu'on va pouvoir réinternaliser certains sujets, effectivement, à un moment, il faut faire son équation faudra couper le économique. cordon, Amaury, Voilà, hein. c'est ça. Et après, moi, je suis très proactif sur nos clients qui arrivent à ce point de bascule. C'est-à-dire qu'au moment où eux, ils vont atteindre une taille critique, où ils peuvent avoir en interne quelqu'un qui va se dédier avec un vrai temps à ces missions-là, nous, notre rôle, c'est de faire la transition. C'est de leur donner leur historique dossier, c'est de former la personne. Éventuellement, la plupart du temps, on continue de les accompagner ponctuellement sur un dossier à très fort enjeu pour apporter un peu Mmh. de sécurité sur la Ouais, maîtrise en de la backup, procédure. en soutien, quoi. Mais entre guillemets, moi, un client qu'on prend où ils sont 4-5 personnes, on le lâche, ils sont 25 et ils internalisent la compétence, entre guillemets, on pourrait se dire: «Je perds un client», mais en Bah vrai, non, j'ai mission gagné un accomplie. ambassadeur, Enfin, j'ai vécu une super aventure et pour moi, ça fait énormément sens. c'est Donc au clair. contraire, nous, on est même proactifs à certains moments de mettre l'équation économique sur la table. Pareil, on est dans un domaine où la transparence prime, donc moi, je suis dans la transparence avec mes clients. À un moment, quand l'équation économique, elle bascule sur aller vers un salarié, il faut le faire Mmh. et il faut prendre cette orientation. Et là, nous, notre mission, elle ne s'arrête pas. On a encore un rôle, c'est d'accompagner le client dans la mise en place de ce process en interne. Ouais, complètement. Donc c'est quelque Complètement, chose en général qui est plutôt signe que ça s'est très bien passé. c'est ça. En tout cas, on voit que ça te passionne, Ah, moi, j'adore donc ça. je pense que tu as bien fait, de te lancer, dans ce projet. Tu accompagnes les clients, on le sent, enfin avec envie, Même vraiment, moi, mes clients, je les appelle même pas des clients au quotidien, c'est des partenaires. On gagne ensemble, on perd ensemble. Quand on reçoit un appel d'offres où on est rejeté, eux, ils sont dégoûtés, mais moi, en vrai, encore 2 fois plus. Moi, je dois gérer leur déception à eux et la mienne. ouais. Parce Oui, bah, ils t'ont pris que pour que tu gagnes, donc exactement, donc moi, j'ai forcément. double dose, mais c'est à ce moment-là où il faut vraiment se remonter les manches, être proactif, on va aller collecter l'information, on va analyser, on va remettre le dossier sur la Ouais, table pas se laisser et on sera abattre, meilleur. ouais, complètement. C'est là tout l'enjeu, c'est là que c'est motivant. Après, oui, on a cette phase qui est difficile. Par contre, on a un côté qui est ultra grisant dans notre métier. C'est quand le client il nous appelle, on a gagné. Et là, c'est le terme qui, moi, à chaque fois, je suis trop content, c'est qu'ils nous disent toujours on a gagné. Ouais. Ouais, c'est pas: «J'ai gagné», quoi, Non, c'est: «On c'est a on a gagné». gagné. Ouais. Et donc là, c'est super. Après, ben, on le voit, notamment, ben, on pourra en parler avec Vincent. C'est un peu l'ascenseur émotionnel aussi. C'est yes, on a gagné, c'est trop bien. Donc là, pendant allez, 1 heure, 2 heures, c'est un peu l'euphorie.
Et après revient toute la pression du chef d'entreprise. OK, On va faire il faut comment? que je staffe, il faut que je structure, il faut que j'appelle, il faut que donc il y a cette phase-là qui est aussi, hyper excitante et où ça crée des dynamiques et vraiment moi je sais que c'est, enfin c'est ouais, c'est vraiment devenu c'est pas un métier comme j'avais dans le bâtiment, c'est une passion Trop bien. et je le vois moi sur à titre personnel, le développement de ma boîte de travaux, j'y allais à reculons. J'avais pas envie de grossir, j'étais pas aligné que là, bah, depuis que j'ai DocMe, je suis dans une autre énergie. Ça m'a permis d'embarquer des gens avec moi. Aujourd'hui, on est 5 personnes à travailler ensemble. Il y a une vraie dynamique, c'est des passionnés, on a des anciens acheteurs publics, on a des profils d'école de commerce. On a vraiment monté une équipe au service de nos clients et cette dynamique-là, elle est super et moi, je vois ce qui fait aujourd'hui, fonctionner l'entreprise, c'est cette passion, c'est cette motivation et c'est tellement plus agréable de se lever le matin comme ça, enfin C'est clair. Non et puis, j'avais retenu vraiment quand on avait, préparé aussi l'épisode, un point hyper intéressant, c'est se dire, en fait, au final, vous êtes aussi au service, finalement de la collectivité parce que derrière les appels d'offres, ce qu'il faut bien quand même comprendre, c'est que c'est des missions qui vont venir servir l'intérêt collectif. exactement, moi, Heu, le plus gros, kiff, j'ai envie de dire, c'est la bonne entreprise pour le bon marché. C'est une entreprise rentable et un besoin public auquel on répond qualitativement. Un service public qui fonctionne avec un acheteur qui a acheté au prix juste, une entreprise derrière qui a un modèle économique où elle est rentable et du coup un usager qui bénéficie d'un super service, bien, autant en tant que chef d'entreprise que citoyen, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. mmh, Et quand on travaille pour les collectivités, mine de rien, on rentre dans la vie publique. complètement. Par la petite porte, on n'est pas des politiques, Non, mais on y rentre de façon mais hyper concrète et voilà. pragmatique, Par quoi. contre, on est C'est, clairement un acteur du quotidien. ouais, C'est aujourd'hui, ben, on va reprendre cet exemple-là puisqu'on en a déjà parlé. Aujourd'hui, aller faire du service aux seniors dans les communes, aux agents communaux pour apporter du bien-être, de la santé, développer ces choses-là, c'est une vraie mission publique. mmh, Et tout comme une entreprise, de bâtiment qui va construire le gymnase du coin. Finalement, qui c'est qui va aller dans ce gymnase? C'est les écoles, les associations sportives. Donc on rentre vraiment dans la vie publique, ça permet en plus d'avoir des super références quand on travaille pour des grandes métropoles, bien pour sûr. des communes, pour les boîtes. Enfin, en général, les chefs Mais d'entreprise, au-delà de c'est ça, c'est éclatent. vraiment le service rendu, Le chef qui est hyper d'entreprise qui a grisant, quoi. créé sa petite boîte et qui se retrouve à bosser pour une grosse métropole, bah, il y a une fierté. Ouais, Donc c'est en clair. fait, il y a vraiment tout cet écosystème qui est super intéressant. Aujourd'hui, on a des acheteurs publics qui sont de plus en plus proactifs pour avoir du dialogue, pour être vraiment dans la notion de transparence, pour aller intéresser l'entreprise. Il y a un retour au local, à la Il y a, proximité, au il y local. a Donc en la fait, je pense que les favorisation, ouais, les entreprises locales de proximité qui connaissent aussi, la exactement. commune ou la Alors, collectivité sur laquelle elles vont travailler, elles ont quand même aussi, leur épingle à tirer c'est du ça. jeu. L'appel d'offres, concrètement, il est européen, donc il y a des seuils, hein. Il y a des seuils en Mmh. dessous duquel on va ne pas publier. On est vraiment sur du marché de gré à gré. Il y a des seuils où on va être en procédure formalisée. Il y a aussi des seuils, donc quand je dis des seuils, c'est des montants de marché, hein. Ouais, bien sûr. Quand on dépasse certains montants, c'est une publication européenne, donc ça s'arrête pas qu'à la France, hein, on est dans un marché économique Ouais, bien commun. sûr. Mais aujourd'hui, on le voit, 60 des marchés sont remportés par des TPE-PME, donc il y a ce retour à la localité et puis aujourd'hui, on a de plus en plus dans les marchés des clauses sociales et environnementales qui vont dans le sens des évolutions de la société, Complètement. qu'on soit pour ou contre. Il y a des gens que ça révolte qu'on Oui, mette ces après, critères, il y en a au contraire qui sont ouais, bien très sûr. proactifs. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on arrive grâce au marché public à faire de l'insertion. On arrive grâce au marché public à financer la transition écologique des entreprises. Parce qu'une Ouais, entreprise qui va répondre à un marché où elle a des critères environnementaux, moi je le vois au quotidien, ça oblige les entreprises à se poser des questions. complètement. C'est quoi mon bilan carbone? C'est quoi mes comportements vertueux? À quel type de fournisseur je fais appel? Donc ça, c'est vraiment, vraiment très productif. Ça fait avancer les pratiques. Et la commande publique, elle a ça de vertueux qu'elle permet d'avoir aussi un marché où on peut vendre un peu plus cher qu'un prix de marché privé ou classique, mais en adoptant un comportement vertueux. Et là, Complètement. c'est vraiment super intéressant, autant pour les entreprises que pour les citoyens. Et là, c'est quelque chose vraiment qui m'éclate. Puis de comprendre comment fonctionne finalement la dépense du bien commun. En fait, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc même si vous n'êtes pas entrepreneur ou que votre entreprise, elle fait pas d'appel d'offres, finalement, c'est le pot commun qu'on dépense. C'est ça. Donc ça nous concerne tous de près ou de loin. C'est vrai. Donc moi, c'est vraiment quelque chose de plus je creuse, plus je comprends ça, plus ça me permet aussi de comprendre la société, comment elle fonctionne et du coup, bah, voilà, ça me passionne. Trop bien. Amaury, on va rester là-dessus. Je pense que Super. c'est une belle conclusion. Avant d'accueillir, Vincent, est-ce que, Amaury, tu peux donc, nous partager le cadeau que tu avais, réservé, pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent? Je crois que tu voulais leur proposer un diagnostic.
Et bah, ouais, donc on en avait échangé tous les 2 là-dessus. Donc comme on l'a dit, bah, il y a des entreprises qui savent pas s'il y a des marchés qui existent pour elles, sur leur localité et qui savent pas si aujourd'hui elles sont structurées pour y répondre. Donc, moi, ce que je proposais, c'est qu'on offre, 20 diagnostics. Donc c'est un petit entretien en visio avec soit moi, soit une de mes collaboratrices qui sommes tous les 2 sur la stratégie pour finalement vous faire une petite étude, vous montrer, ben, sur les 6 derniers mois, quels sont les marchés qui sont sortis pour votre domaine d'activité et proche de chez vous et puis discuter sur votre entreprise, où vous en êtes, comment vous êtes staffé, quel est votre chiffre d'affaires, quelles sont vos qualifications professionnelles si vous en avez, pour vous dire finalement, est-ce que vous matchez avec ce marché ou qu'est-ce que vous devez faire pour matcher demain? Donc, c'est une petite étude. Nous, on peut aller chercher, hein, les appels d'offres qui ont été attribués les 6 derniers mois et ceux en cours. Et donc comme ça, vous livrez, tout simplement une petite étude de marché pour vous montrer quelles sont les opportunités pour vous. Et donc ça permet vraiment de dégrossir pour les entreprises. Donc, bah, les 20 premières entreprises qui signaleront auprès de toi, tu peux me les renvoyer et on leur offrira ce diagnostic. Bah, tu les verras aussi. Alors je rebondis juste, petite étude, mais pour potentiellement grande opportunité. Donc Exactement. pour moi, c'est vraiment un beau cadeau et une belle opportunité que tu offres aux personnes, là qui nous regardent. Donc pour pouvoir bénéficier de ces diagnostics, enfin j'appelle ça diagnostic, mais Oui, voilà, c'est le terme. de Moi, cette pour moi, étude c'est en une tout étude de cas, voilà. marché, mais Donc on peut dire que c'est un voilà. diagnostic. Pour pouvoir profiter, de cette étude, donc offerte par Amaury et encore vraiment merci, il va falloir aller commenter, la publication qu'on va faire, sur LinkedIn, juste à l'issue de cet épisode-là, en commentant tout simplement, enfin vous manifestez, «Je suis intéressé, par, l'étude». On mettra la petite formule qui va bien à mettre en commentaire. Ça sera l'appel à l'action du post LinkedIn pour les 20 premiers. Amaury, bien évidemment, tu pourras aller voir ces commentaires puisque tu seras, bien évidemment identifié sur la Et nous, du coup, on publication. s'engage à les rappeler Voilà, à dans la reprendre foulée, dans contact. les 48-72 heures qui suivent Voilà, et à programmer avec eux un petit entretien voilà. pour être capable de leur livrer. Donc pour les personnes qui commandent, soyez bien connectés sur votre LinkedIn, passez pas à côté du message, pour la prise de rendez-vous parce que l'idée, c'est que ça va se passer sur LinkedIn. On commente, prise de contact par message pour aller, caler les rendez-vous, échange de mails, de coordonnées. Ça, vous en ferez votre affaire ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à commenter si ça vous intéresse et pour ma part, je vous invite à vous abonner au, à mon profil Instagram et à mon profil LinkedIn puisque on a préparé, nous, de notre côté, un livre blanc sur les appels d'offres à partir de tout ce que tu nous as partagé. Un guide, un vrai livre blanc des appels d'offres, sur, bah, les idées reçues, les méthodes aussi à mettre en place Les pour bonnes pouvoir, pratiques. voilà, les bonnes pratiques pour pouvoir répondre, en fait, aux appels d'offres et vous ouvrir à cette opportunité qui peut vraiment être totalement, changeante, enfin, game changer comme j'aime bien le dire, sur le développement de votre entreprise. Et on va maintenant accueillir du coup Vincent qui va pouvoir nous témoigner sur, le développement de son entreprise grâce à ton accompagnement. Amaury, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben, merci, c'était une super expérience et puis, impatient de faire les premiers diagnostics et de réussir à embarquer les entreprises dans cette belle aventure. Complètement. À plus, salut. Merci Pauline, bye.